S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Hello Bank Pro, la banque digitale du groupe BNP Paribas qui accompagne les indépendants. Vous le savez, c'est désormais officiel, les factures papier ou les PDF simples, c'est fini. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront obligatoirement passer à la facture électronique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et ça tombe bien. Parce qu'avec Hello Bank Pro, vous bénéficiez d'une solution clé en main, simple et sécurisée, qui vous fait gagner en productivité et vous permet d'être conforme aux exigences de la nouvelle réforme. Vous pouvez gérer vos factures clients, vos factures fournisseurs, vos notes de frais, vous pouvez piloter votre trésorerie et bien plus encore, et tout ça, c'est inclus dans l'offre Hello Bank Pro. Alors si vous voulez anticiper sereinement la facturation électronique et gagner du temps en gérant vos factures au même endroit que votre compte professionnel, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site Hello Bank Pro, je vous ai mis le lien en description. Encore merci à Hello Bank Pro de nous soutenir dans notre mission, inspirer un max de personnes à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très content parce que ma mission, c'est de recevoir des gens qui arrivent à vivre de leur passion. Est-ce que ça te définit ou pas? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu es sur le chemin d'aller vivre de ta passion? Ah non, je vis de ma passion. Tu vis déjà de ta passion? Ouais. Enfin, dans le sens, je paye mon loyer, je remplis mon frigo à moitié, et pour moi, ça s'appelle vivre de sa passion. Et c'est ta quête? Ah bah, ouais, pour moi, c'était... quand je monte sur mon scooter et que je le démarre, je suis en mode, gros, j'ai payé ça avec du théâtre et de la musique et de l'art, et pour moi, c'est à chaque fois que j'entends le bruit du moteur, je suis en mode, merci, la vie. Malgré les bouchons. Malgré les bouchons, même dans les bouchons au final. Très vite, je m'énerve dans les bouchons et après, très vite, je me dis, attends, comment t'as payé ce scooter avec de l'art et des trucs que t'aimes faire? Donc, c'est trop génial pour moi. Bon, bah du coup, c'était l'intro, c'était de dire que je suis content de recevoir quelqu'un qui en plus vit de son art. Ok. Et c'est cool, j'allais te poser la question si t'arrives déjà à en vivre, mais on va en reparler un petit peu. Arthur, comment ça va déjà? Ça va super. Et toi? Bah moi de ouf, mais moi je suis pas jet lag. Hein. Non, ouais, on peut dire ça. Je rentre de New York, et c'était incroyable. J'ai pris vraiment la claque qui était prévue que je me prenne, donc je suis très heureux d'être là et d'être en jet lag avec toi. Tout va bien. Bon, il y a un beau vinyle d'Eminem. Je m'en suis presque excusé parce que c'est pas les plus, j'allais dire, les plus iconiques pour les puristes. C'est pas les vrais albums, les premiers, les Slim Shady. Raconte pourquoi Eminem. Déjà, cet album, c'est un classique. Hein. C'est pas un album, du coup. Gros, c'est un classique, c'est un album, et c'est un classique parce que dessus, il rajoute Mockingbird. J'ai un tatouage Mockingbird. Il rajoute Like Toy Soldier, il rajoute When I'm Gone. Et c'est la période où il commence à partir complètement en sucette, post-Eminem Show, juste avant Relapse et tout ça. Donc, c'est une période où là, en tout cas pour les fans hardcore d'Eminem, Curtain Call, ça marque un tournant énorme. D'ailleurs, Curtain Call, c'est les rideaux tirés. Littéralement, on fait tomber le rideau, quoi. Et c'est ce moment-là où il fait l'overdose et tout ça. Bref, faut pas que je parle d'Eminem parce tranquille. que la digression, elle va être longue. Tes paroles, j'écoute, je suis en mode C'est quoi la question que tu dis? Pourquoi Eminem? Évidemment, j'ai plein d'autres artistes dans ma disco. Ouais. Parce que j'adore Eminem, j'adore son travail, et parce que je fais un spectacle qui s'appelle Please Stand Up, et c'est autour de Eminem et de qu'est-ce que c'est que d'avoir des idoles, qu'est-ce que c'est d'avoir de projeter son identité et de la calquer sur un artiste, qui plus est un artiste américain soutenu par des maisons de disques qui réfléchissent bien en amont qui on va toucher, pourquoi on va les toucher, etc. Et passer à l'âge adulte sans lâcher l'amour de l'art, mais réaliser certaines choses à propos de l'artiste et de la manière qu'il a eu de produire
rire et de toucher certaines personnes, ça pour moi c'est soit une dissonance cognitive qui t'empêche de vivre et tu continues à fumer du shit et faire des piercings jusqu'à la fin de ta vie, soit tu dis waouh, il s'est passé un truc à propos de moi, j'ai été le sujet d'un axe marketing, il faut absolument que j'essaye de comprendre comment ça marche parce que ça va m'aider dans mon évolution en tant qu'artiste et en tant que fan, quoi. Et t'en as fait un one. Et j'en ai fait un one-man show. J'ai rigolerie parce que je t'amène sur des questions, tu sais, pour te tendre la perche, je te pitchais ton one et tu l'as toujours. Gros, j'ai 5 heures de décalage. Bah vas-y, t'inquiète, on va être texto. Ah ouais. Parle-moi de ton one, parenthèse. De toute manière, je m'en fous, je suis pas un journaliste, je suis pas là pour aller te chercher dans la vérité. Moi, je suis allé te voir, j'ai adoré et je te le dis, je suis un fan de stand-up, j'ai fait énormément de spectacles. Je vais juste dire, bon, j'ai ramené ma daronne en plus. Ouais, elle est trop sympa. Il y a eu une standing ovation de quoi, 8-10 minutes? Ah ouais, je sais pas. Je m'en rends pas compte parce que comme c'est comme Avignon, on sort et on doit vite lâcher pour le spectacle d'après. Mais moi, dans la rue, que les gens se lèvent, c'est un truc de ouf. Que les gens m'attendent à la fin, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est vraiment irréel ce qui est en train de se passer. T'as fait d'autres spectacles? Ouais, j'ai fait d'autres spectacles, mais jamais seul en scène. Non, il se lève pas. C'est très rare et tout. Et quand bien même le fait que là, on a fait 6 représentations et à chaque fois, c'était rempli. Et moi, dans mon plan, on allait en faire 10 et à la 11e, 12e, à la fin, on allait pouvoir, avec le bouche à oreille et tout, remplir. Donc là, je suis vraiment en train de me dire, il se passe quelque chose. Après, je sais que c'est pas du tout dû uniquement à mon travail parce que je prends une icône, en fait. C'est comme si tu fais un truc sur Michael Jackson, bah t'as une bonne chance que la fanbase de Michael Jackson vienne, mais ça pouvait être à double tranchant parce que moi-même en tant que fan d'Eminem, si je vais voir un truc qui se dit être à propos d'Eminem et plus largement du rap, du hip-hop et que je vois que les codes sont pas respectés, que la culture est pas respectée, j'aurais pu vraiment me faire assassiner aussi, genre tu vois. Ouais. Alors que là, il y a un vrai biopic qui sort sur Michael. On l'attend. De ouf. On l'attend. C'est quoi Please Stand Up? Please Stand Up. Comment tu le pitches ton spectacle qui est si particulier, je trouve. Je dirais que c'est l'amour d'un fan pour un artiste. Et en fait, le gros du truc, le gros du propos, c'est que le rap, c'est évidemment pas un truc de débile, mais ça peut même être un truc de ouf en termes de recherche, de profondeur, etc. Ça, pour moi, c'était le truc à mettre en avant en premier lieu, parce qu'on vit une période où le rap est en train de s'ouvrir, et je suis vraiment personne pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Non, et arrête de me faire des sourires en coin, genre, je te jure que je vais te lancer dessus, moi j'ai mon avis. Parce que j'en parle aussi dans le spectacle, et je trouve que les sonorités, pour moi, quand PNL arrive, par exemple, pour moi, il y a rien de plus rap, il y a rien de plus hip-hop, parce qu'ils font leur truc à eux et ils créent un truc. En fait, pour moi, le hip-hop, c'est être soi-même dans une culture très codifiée. Et pour moi, si tu arrives à rester toi-même et te l'approprier, alors ce que tu fais, c'est hip-hop. Mais j'aimerais qu'on ne ferme pas les yeux sur ce qui s'est passé dans les années 80, 90, 2000, y compris aux États-Unis, en termes de qualité d'écriture, en termes de qualité de recherche. Et pour moi, c'est fou de passer de ça à ça sans rendre hommage à certains artistes. Parce que en France, on a nos auteurs, et quand je dis nos auteurs, je parle de Victor Hugo et de Oxmo et de Moclès et de Fab et de tous ces gens-là. Mais aux États-Unis, on est passé trop vite sur ces gens parce qu'on parle pas forcément anglais, mais ils sont trop forts en termes d'écriture, ils sont trop forts. Et c'est ça, Please Stand Up, c'est rendre les lettres de noblesse à Eminem, au hip-hop, et en parallèle de ça, qu'est-ce que c'est pour un enfant qui grandit à l'opposé des États-Unis, des projecteurs, des machins, parce que moi je viens de Grenoble, d'un petit quartier qui s'appelle la Bajatière. Enfin, je me suis construit socialement différemment. Rien que le fait d'avoir des perspectives artistiques, rien que le fait de pouvoir entendre ses musiques et de voir ses clips, en fait, ça a ouvert des pans de mon cerveau, et je veux les remercier pour ça. C'est ce que je fais à travers le spectacle. Donc c'est un hommage, quoi, pour toi. Ouais, c'est vrai, c'est un hommage. Je sais pas, toi, tu l'as vécu comment parce qu'en vrai, si moi je peux me permettre, une des questions que je me suis posée, c'est quoi ta passion? Et quand je dis ça, c'est qu'il y a le rap, que tu peux me parler de beaucoup de rappeurs aujourd'hui, et franchement, en termes de texte, on est très bas, et que tu me cites des mots-clés dedans, tu parles de Kerry James, tu parles de Cynic, tu parles de lyricistes qui, au-delà de ça, je pense, on promue le rap aux côtés de ces grands poètes. Quand tu vois un Kerry James qui collab avec Aznavour à l'époque, et les textes sont tellement engageants et sociétaux que je me dis, putain,
c'est bizarre. Mais moi, là, je te parle de fan de rap. Et après, j'ai vu une autre chose. Il y a des hommages à ta mère, il y a des hommages à ta sœur. Tu parles de ta famille. Parfois, tu dis pas que des choses positives, mais c'est un hommage pour moi. Et il y a beaucoup d'humour dedans. Et c'est drôle parce que juste avant, on s'est parlé de stand-up et tu disais, moi, c'est pas du tout ma came à la base. Non, ouais. Ben, je te pose un peu cette question, mais c'est quoi? C'est la poésie, c'est l'art au global, c'est-à-dire peut-être transmettre des émotions. J'allais dire, c'est le rire aussi. C'est quoi qui te fascine dans tout ça? Je crois que c'est le socle commun de tous ces trucs-là, c'est la communication. Dans ma famille, on communique. C'est-à-dire que le moindre problème, on mange ensemble tous les dimanches la paella chez ma grand-mère, et en gros, on va d'abord faire un tour de table général de alors comment ça va, machin, ok, tout le monde va dire oui, et au fur et à mesure, dès qu'on sent le moindre problème, le moindre truc, on parle. Et en fait, au début, on parle en surface, et ensuite on creuse, et ensuite on creuse, et en fait, on parle de trucs de famille, de machin, et en fait, c'est ça qui m'a plu dès le début, dès petit, en fait, ça m'a fasciné, ce droit à la parole, ce droit à creuser, et ce droit au fur et à mesure de bienveillance et de questions, et ben en fait, on finit par trouver collectivement des solutions. Et je pense que c'est ça qui se passe avec le rap aussi, et je pense que c'est ça, ce socle commun. Je pense que c'est ça qui se passe avec la poésie, parler de choses pour en évoquer d'autres. Aujourd'hui, Kerry, il a fité avec Aznavour, mais à l'époque, il aurait fité avec, je sais pas moi, Prévert ou Rimbaud ou machin. En fait, à partir du moment où on a des gens qui observent avec suffisamment de calme et d'humilité la nature et la nature des choses qui les entourent, et qui prennent un stylo et qui disent voilà ce que ça me fait, et ben on peut tous se sentir concernés. Donc ce qui me passionne en premier au milieu de tout ça, ce sont les mots MOTS pour soigner les mots MAUX. Magnifique, ça sent presque une punchline. Raconte une petite chose, tu parles un peu de d'où tu as grandi. Moi, je voulais parler de ça. Je pense que c'est un peu le point de départ de l'artiste que tu es devenu. Tu peux m'expliquer une chose toute simple? On va pas spoiler le spectacle, il y a tellement de choses intéressantes dedans que je veux juste donner envie. Comme beaucoup d'artistes, je pense que l'enfance n'a pas été non plus toute simple. Et quand je dis toute simple, tu parles de tes parents, de cette communication, c'est superbe. Par contre, la société, le socle commun qu'on a, est-ce qu'il valorise, selon toi, des personnalités artistiques? Et là, je parle de l'école, clairement. Ouais, aujourd'hui plus, j'ai l'impression. Ok. Franchement, je trouve que, évidemment, il y a plein de choses à redire sur l'école, l'éducation nationale, ce qu'ils essayent de mettre dans la tête des jeunes avec des immenses guillemets, etc. Mais je trouve quand même qu'on fait la part plus belle et plus large dans les collèges, dans les lycées, sur la fibre artistique. Avant, la fibre artistique, pour la trouver, il fallait que tu cherches toi-même, sinon tu allais être limité à une flûte et à des cours de chant, tu vois. Et il y a quand même eu à l'époque des profs de musique et tout qui ont fait l'effort de nous faire chanter IAM et tout ça, des explorateurs, tu vois, des aventuriers. Mais aujourd'hui, moi, ayant donné plusieurs cours dans différentes sortes de collèges, dans des UP, dans des trucs comme ça, des cours de théâtre, des cours d'écriture, de corps, de mise en mouvement. Effectivement, tout le monde est là, hein, la honte, c'est trop nul, machin. Mais je trouve que aujourd'hui, on fait plus la part belle à ça. À l'époque, c'était compliqué. C'était compliqué parce que, en fait, on vivait à la fois le rap comme un art, mais surtout comme une alternative et un motif de rébellion, tu vois, un outil de rébellion. Et en fait, quand tu prends un art en te disant ça sert juste à m'opposer à ce système éducatif, ben tu fais jamais de connexion entre les deux. Alors que la connexion, elle est évidente, puisqu'on a des profs de français, des profs d'anglais, des profs de littérature, qu'on aborde la poésie, etc. Mais à l'époque, eux, en tout cas, n'ont jamais voulu faire le pont avec ce qu'on écoutait nous. Et ce qu'on écoutait nous, c'était de la giga frappe. Encore une fois, c'était incroyable. Alors qu'aujourd'hui, ben, ils font des ponts, et les textes sont vraiment... c'est des appels au meurtre et à la consommation de drogue pure, quoi. Et en termes de texte, tu trouves qu'on a perdu? Non, je trouve pas du tout qu'on a perdu. Au contraire, il y a des gens, Alpha, Limsa, même le SRAM là qui vient de sortir un projet. En fait, il y a des gens hyper forts textuellement, et je trouve que même les gens qui font du rap pour l'écriture sont plus forts qu'avant. C'est juste la question sur qui est-ce qu'on met la lumière. Et aujourd'hui, et c'est même pas sur qui, c'est sur quoi. Parce qu'il y a des artistes qui, dans leur discographie, ont des SCH, par exemple,
t'écoutes des morceaux de Deo Favente, t'écoutes des morceaux de A7, mais c'est en termes de poésie, c'est extraordinaire. Et pourtant, les morceaux qui vont être mis en lumière, c'est tout l'inverse. Et après, tant mieux à lui s'il a la puissance et le... Non, mais ok, c'était la parenthèse, mais toi, tu dis, en gros, il y a quand même plein d'artistes avec des très bons textes. C'est juste que ce qui est mainstream aujourd'hui n'est pas ça. Oui. Mais nous, à notre époque, et je dis notre époque, je crois qu'on a plus ou moins le même âge, ce qui est mainstream, c'est... je sais pas, Entreprends et bats-toi, quoi, de Kerry James, enfin, banlieusard, c'est ça. Et c'était mon petit coup de gueule, mais moi, je trouve ça dommage, parce que ça nous a aussi bien dirigés en tant qu'enfants vers des belles valeurs. Moi, je veux revenir sur une petite chose. Je veux savoir, le petit Arthur, là, à Grenoble, il est à l'école, et on va revenir un petit peu là-dessus, mais déjà, il veut ressembler à qui? Est-ce que tu as des idoles à ce moment-là? C'était Eminem très vite. Hein. Ouais, mais Eminem, est-ce que c'est accessible dans ta tête quand t'es un petit blanc, entre guillemets, à Grenoble et que lui, c'est un petit blanc aux US? Est-ce que t'arrives à t'identifier à lui? Bah oui, c'est que ça. Ok. C'est évident, pour moi, le parallèle, il est évident. Après, quand t'es petit, t'as de l'imagination. Hein, donc, moi, j'avais pas t'as peur des rêves. J'avais pas peur de me prendre pour Eminem. Hein. Moi, vraiment, j'étais là, casquette, fausse chaîne. Mais oui, mais moi, j'avais aucun problème à aller en bandana à l'école avec une casquette par-dessus et tout. Aucun problème à me prendre pour un autre. Ouais. Et comment ce rêve, c'est un peu ça, ce vers quoi je veux tendre, le déclic, tu vois, à quel moment ce rêve n'est plus devenu un rêve, mais un réel projet? À quel moment tu t'es dit, en fait, je peux le faire, quoi, c'est possible de vivre de mon art? C'est le stage des cours Florent. Moi, j'étais parti pour être boulanger à Monoprix. J'étais en CDI en 35 heures à Grenoble. Tout allait bien et tout. Et c'est ma copine de l'époque qui m'a dit il faut que tu t'occupes de faire un truc artistique où on n'est plus ensemble. Et du coup, je dis mais pourquoi elle me suggère ça, trop bizarre et tout. Et en fait, je vais dans un CIO, donc c'est le Centre d'information de l'orientation. C'est un endroit où il y a les flyers et tout ça. Et je tombe sur une brochure des cours Florent. Et je réalise à ce moment-là que c'est une vraie école parce que moi, je le détaille dans le spectacle, mais j'étais pas au courant. Et en fait, je pars au cours Florent faire le stage d'accès. Et dans ma tête, c'était exclu que je puisse rentrer à l'intérieur et tout. Et non seulement je suis rentré dans l'école, mais j'avais même des grosses facilités par rapport à la mémoire parce que l'apprentissage des textes de rap m'a permis d'avoir un temps d'avance en fait sur les autres élèves. En termes de jeu, j'étais flingué, mais en termes de mémoire, j'étais bon. Et du coup, je pouvais toujours dépanner des gens dans les scènes s'il y a une réplique qui manque, qui est malade et tout. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai beaucoup travaillé ce truc-là. Et c'est là où je me suis dit, attends, mais si j'ai ma place parmi ceux qui comptent au stage d'accès, si je maintiens ce niveau-là d'implication, à terme, il n'y a pas de raison. Puisque moi, dans ma tête, Les Cours Florent, c'était le cinéma français. Il s'est avéré que c'est un peu plus compliqué que ça avec les années, mais au final... du coup, alors là, moi, je crois que j'ai vu des choses par rapport à des vidéos que tu fais avec ta mère. Incroyable, très très drôle, dédicace à ta maman. Bisous, maman. Je veux juste comprendre, il me semble que les cours Florent n'ont pas validé ton art. Et que toi, t'as dit, fuck it, je vais aller au bout de mon truc. Ouais, alors non. C'est en fait, à l'intérieur des cours Florent, t'as la classe libre. Et la classe libre, c'est, si tu veux, c'est le gratin dauphinois des élèves du cours Florent. En fait, les cours Florent, à l'époque, c'est pour ça que j'avais cette image de c'est compliqué d'y rentrer. Il y avait genre une vingtaine d'élèves. Et c'était un truc hyper secret. C'était l'ordre du Phénix, tu vois. Fallait connaître, fallait machin. C'était un truc de ouf. Et maintenant, ça s'est un peu plus élargi. Et il y a genre 2500 élèves à peu près. Et à l'intérieur de ça, il y a la classe libre. C'est une classe que tu n'as pas besoin de payer. Et ça, pour moi, à l'époque, c'était capital parce que j'avais 2 petits boulots en plus de 2 classes par jour. Enfin, c'était difficile de composer. Et je me suis dit, il faut trop que je rentre et tout. Et donc, j'ai passé le concours de la classe libre devant François Florent, paix à son âme, qui est donc le fondateur de l'école, qui est décédé depuis. Et en gros, il m'avait dit... je fais ma scène et tout ça, c'était catastrophique. C'était quoi ta scène? Ça ressemblait à quoi? C'était Mercutio et Roméo dans Roméo et Juliette, et c'était un personnage. C'est un texte de quelqu'un d'autre où t'interprètes un truc. C'est du théâtre classique, tu sais, les cours Florent. C'est pas toi qui viens et qui fais ton truc, tu vois. Et donc j'avais fait, et il m'avait dit que c'était pas bon, et enfin il m'a pas dit ça comme ça du tout, mais en gros il m'a dit oui bon, vous voulez faire le parcours classique, quoi, classe libre, conservatoire et tout. Et là, j'ai eu un espèce de réflexe de défense où j'ai dit oui. En fait, je sentais que mon rêve était en train de m'échapper et je lui ai dit par orgueil, quoi, par ego, oui, je vais essayer le parcours classique, mais si le parcours classique marche pas, c'est pas grave, je ferai le mien. Et j'ai raconté ça à ma mère. Et en fait, elle a trouvé ça exceptionnel et elle m'a dit c'est une force que t'as et tout, alors que moi, dans ma tête, c'était
un réflexe de gars qui venait d'échouer, quoi. Mais mine de rien, à chaque fois que j'ai eu des échecs par la suite, ma mère m'a rappelé ce truc-là. Elle a dit, rappelle-toi que tu t'es offert à toi-même l'option de prendre ton chemin tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a eu les cours Florent, ensuite il y a eu une école nationale de théâtre. En fait, j'ai rempli toutes les cases qu'on me disait qu'il fallait cocher pour devenir acteur. Et cependant, je ne devenais pas acteur. Et un jour, je me suis dit, en fait, je vais vraiment prendre la tangente où je fais tout moi-même. Je suis allé sur le Bon Coin, j'ai acheté une caméra. J'ai demandé à ma chérie de l'époque de me filmer dans la forêt avec mon chien. J'ai commencé à faire des monologues humoristiques dans la forêt. Et j'ai vu que ça répondait. Et du On coup, peut retrouver sur Insta, là. on peut retrouver sur Mhm. Insta, ouais. Et du coup, j'ai plus lâché ça et tout. Et voilà. Au final, les followers, effectivement, ça amène un peu plus d'intérêt de la part des théâtres. J'ai des gens qui m'ont dit mais pourquoi t'essayes pas le stand-up? Parce que j'ai toujours eu un rapport un peu direct à la rigolade. Déjà, je rigole très souvent dans la vie. Et puis, T'as de la répartie, non? je sais pas si c'est de la répartie, mais en tout cas, dans mon enfance et ma préadolescence, j'ai eu besoin de solutionner des problèmes autrement que par la violence parce que j'étais nul à la bagarre. Donc, j'ai vraiment développé cette fibre Tu nous en parles dans de le mettre, spectacle. ouais, de mettre à distance les problèmes avec l'humour. Et en vrai, l'humour, c'est un bouclier de ouf parce que c'est un changement c'est un changement de prisme, c'est un changement d'axe, l'humour, par rapport à une situation problématique. Et j'ai vraiment appris à dévier le prisme. Et quand tu arrives à faire dévier le prisme de tout le monde, il n'y a plus de bagarre parce qu'on se trouve tous ridicules. En fait, la condition pour qu'il y ait une bagarre, c'est que tout le monde voit les choses par le prisme de la violence. Bref, du coup... Ah, si intéressant. Ah, Tu c'est dis cool. bref, mais si intéressant. Vas-y, je te laisse terminer. Toujours est-il que mes potes m'ont dit que je devrais essayer le stand-up et tout, et c'est ce que je te disais avant qu'on commence. J'ai un peu la phobie du stand-up dans le sens où venir sur scène et avoir 5 minutes pour faire rire des gens avec des blagues et tout, pour moi c'est plus intime que venir tout nu en fait. Et j'allais te dire, l'image que j'ai en Les tête, gars, c'est ils que tu es sont en train trop de me forts. dire faire rire des gens. Ils sont Parfois, trop forts. bon, les meilleurs, ça vient quand même de leur vécu. Donc, c'est évidemment que tu réponds à des traumas, des faiblesses et que t'en fais Ouais, du rire. mais ils sont trop forts. Mais toi, tu viens sur scène, c'est même plus se mettre à poil. C'est que le seul petit spoil, bon, j'espère que tu me demanderas pas de cut, mais tu fais un hommage à ta maman, les larmes aux yeux. Je crois que c'est ça qui a fait que tout le monde aussi s'est levé. C'est que tu nous as transmis une émotion qui nous a un peu tous transpercés. Et ça, tu vas me faire croire que c'est beaucoup plus simple qu'aller faire des blagues sur scène qui sont écrites, enchaînées. Je te titille un peu là-dessus, mais Non, mais c'est pas. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est juste que. moi, je vois l'inverse, du coup. Mais ouais. C'est juste que. Comment dire? L'exercice d'avoir. En fait, c'est surtout le temps. Moi, je suis un gars, je m'étale, gros. Tu peux le voir, je m'étale. En fait, il y a toujours un truc qui me fait penser à un autre truc. Et c'est pas trop que j'aime m'écouter parler, c'est que j'ai toujours l'angoisse de pas me faire comprendre en entier. Parce qu'il y a eu plein de fois dans ma vie où j'ai pas assez parlé et je me suis dit, gros, la personne, elle t'a pas comprise. Donc Une quand- vanne peut être interprétée de manière Voilà. différente. Et moi, en Ok. fait, c'est ça qui m'angoisse. C'est pas tellement le fait de venir et machin. C'est juste qu'il y a des gens, ils viennent, ils savent qu'ils ont un chargeur de 20 vannes et qu'ils vont tirer devant un public que le public va soit kiffer, soit pas kiffer et ils vont rentrer chez eux après. Moi, pour moi, ça, c'est pas un truc que c'est un respect infini. Ce que je dis, c'est que moi, je pourrais pas. Moi, j'ai besoin de temps pour instaurer le truc parce que tu vois, le truc dont tu parles, de l'émotion, de la merde, de machin, de l'anecdote, c'est un truc que je le prépare depuis le début du spectacle. En fait, si j'arrive à la fin en évoquant ce passage-là, c'est parce qu'avant, je me suis donné le crédit d'en parler à la fin en évoquant plein de trucs et machin. Eux, ils viennent, les stand-uppers. D'ailleurs, je vais souvent au Paname, au Jamel et tout, parce que je suis en mode, mais les gars, vous êtes Ça trop chaud. t'impressionne, ouais. Ouais, ça m'impressionne. Et surtout, ça m'impressionne ceux qui sont. Ceux qui débutent, tu vois. Ceux qui viennent à 16h. Et il y a 15 jours, il y a des gens qui leur ont dit gros, tu devrais faire de l'humour. Ils travaillaient en start-up, tu vois. Et ils viennent et ils ont tout plaqué. Ils viennent se manger le mur des gens qui attendent de rigoler. La Et- vraie gênance. Ouais, ça, c'est de la Pas violence. la tu vois. gênance des commentaires sur les réseaux. Ouais, le ils y poker vont, face, tu ouais. vois. Et ça, je suis en mode, ouais, les gars, vous êtes trop forts, quoi. Bah, ces mecs-là, où limite, ils vont. J'ai l'impression qu'ils ils donnent le bâton pour se faire battre. Ouais. T'as fait la même chose, en fait. Et c'est Ouais. ça, moi, que je veux retourner un petit peu là-dessus. Tu parlais d'orgueil en quittant les cours Florent. Et je crois que tu parles aussi dans ton spectacle, il y a quand même une bonne dizaine d'années où tu restes à Paris avant qu'on se rencontre réellement et que tu arrives à vivre que moi je te vois et que je vois ton art et que tu arrives à en vivre. Ouais. Est-ce que c'est de l'ego et de l'orgueil
Ou est-ce que c'est autre chose? Tu peux me parler de continuer à croire pendant 10 piges à un De truc rester. et on va continuer plus loin. T'as trouvé un arc? Je n'ai pas de référence là-dessus. Je sais pas qui fait ce que tu fais en fait. Comment tu fais ça? Tu sais, tous les bouquins de développement personnel, là, l'alchimiste, tous les trucs. T'en as bouffé, ouais? Alors, j'en ai bouffé d'une part parce que le confinement, j'étais tout seul dans mon petit appartement et que j'avais que ça à faire. Ensuite, j'en ai bouffé parce que j'ai toujours cherché des raccourcis à la réussite, au succès et à l'argent. Je pense que l'argent, c'est un gros moteur, hein. Je pense que la réussite financière et le souci de pouvoir appeler ma mère et de lui dire je t'ai fait un virement, euh, c'est un gros moteur. C'est arrivé? Oui. Et Oui. c'est ta grande fierté. Alors, que quand t'es sur le Je scoot. suis pas fier de ça. J'ai plus l'impression de payer mes dettes, en fait. C'est pas tellement. Je suis pas du tout au moment où. Tu sens que t'as des dettes envers ta maman? Ah ouais, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que ma mère, tu sais, il y a eu des moments où je mangeais des pâtes et il y a eu des moments où j'avais pas de pâtes pour manger et c'est pas parce que j'avais pas les sous, c'est parce qu'avec ces sous, j'achetais du shit. En fait, ma mère, je l'ai déjà appelée en lui disant est-ce que tu as 20 € pour que je mange? Tu vois ce que je veux dire? Et Alors que c'était pour du shit. alors que c'était pour du shit. Mais du coup, je mangeais pas. Et ça, tu t'en veux? C'est pas que je m'en veux, c'est que tu sais, je suis jeune, je suis truc, machin, mais moi, je sais que 20 € pour ma mère, c'est le monde. C'est pas j'appelle ma mère et donne-moi 20 € parce que je suis un petit con. C'est donne-moi. Et en fait, ce truc-là, ça a créé un espèce de poids à l'intérieur de moi où je me suis dit, bon, je pense qu'aussi c'est parce que j'ai choisi de fumer du shit et que ça m'a créé des paranos et des espèces de monologues internes où tu te dis le monde il tourne comme ci, il tourne comme ça. Enfin bref, c'est vraiment de la merde, ne fumez pas. J'ai arrêté et Dieu merci. T'as un mini tips à donner aux gens pour qu'ils arrêtent justement ça? Ouais, et pour arrêter le shit, il faut arrêter la cigarette. Lisez le bouquin qui s'appelle La méthode simple pour arrêter de fumer d'Allen Carr. Ne commencez pas à vous dire à vous-même que vous l'avez déjà lu parce que tout le monde répond je l'ai déjà lu. La vérité, c'est que vous ne l'avez pas acheté, on vous l'a prêté et c'est dans une des recommandations du bouquin de ne pas se le faire prêter. Ensuite, il y a l'autre équipe qui a lu 30 pages et qui a senti que ça commençait à marcher et qui a volontairement arrêté en disant ça y est, j'ai tout compris. Il commence le livre en disant n'arrêtez pas au bout de la 30e page, vous avez arrêté. S'il vous plaît, arrêtez votre rapport à la nicotine et le shit va suivre, la beuh va suivre, tout va suivre en fait. T'as tellement essayé de te mytho dans ta live que Gros, plus personne peut gros, te je me suis mytho tellement là-dessus. mais je me C'est très, et très c'est de drôle. ça en fait c'est de ça dont ça parle aussi le spectacle, c'est le mensonge qu'on se fait par rapport à soi. Et bref, oui, par rapport à l'argent et par rapport à ce qui m'a drivé pendant ces trucs, c'est que tu vois par exemple au cours Florent 2500 personnes. En fait, ça a toujours été une question de dernier moment. Au moment de quitter les cours Florent, il y avait ce qu'on appelle le prix Olga Horstig, qui est tu joues au Bouffe du Nord, qui est un théâtre exceptionnel. Peter Brook, je sais pas quoi. Bref, des grosses références. Et en fait, ils choisissent parmi tous les élèves 10 garçons et 10 filles pour jouer devant les agents, les journalistes, les trucs, les machins. Et moi, au dernier moment, j'avais rien, j'avais ni la classe libre, ni le conservatoire, ni rien. Ils m'ont pris là-dedans. Et en fait, je me suis retrouvé à être au milieu d'un groupe de restreints, parce que les cours Florent, je sais plus comment c'est maintenant, mais à l'époque, c'était genre 60 par classe et ça travaille, enfin, c'est l'enfer pour passer sur le plateau. Je me suis retrouvé à travailler avec un groupe restreint de gens qui bossent. Et ça m'a mis un coup de pied au cul. Ensuite, il s'est rien passé, traversé du désert encore 1 an, 2 ans. Et j'arrive à obtenir une école nationale. Et ça, c'est encore plus compliqué. C'est genre, il y a peut-être 1500 personnes qui passent le concours et ils prennent 7 garçons et 7 filles. Et cette école nationale, en fait, c'est l'ESCA à Asnières, l'École supérieure des comédiens par alternance. Ça te permet, en fait, de payer ton loyer parce qu'ils te payent, en fait, tous les mois en étant formé. C'est genre Undo Stress, la Star Academy, mais dans la vraie vie, tu vois. Les rêves. Bah oui, gros, c'est vraiment ça. Genre, M6. t'arrives le matin à 10h, tu fais des roulades, tu fais du chant, tu fais du machin, et surtout, tu continues à payer ton loyer. Donc, en fait, à chaque fois, à chaque moment où je me suis dit d'arrêter, où la vie me disait c'est fini, il y a eu un truc qui m'a fait me dire, gros, c'est pas fini, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible qu'il se passe ces trucs-là s'il y a rien qui t'attend derrière. Et en vrai, ce qui est le double twist, c'est qu'il y a rien qui t'attend derrière. Il y a jamais rien qui t'attend derrière. C'est juste que toi, tu prends ces trucs-là comme
des motivations et des signes de Des ne étapes, lâche pas. quoi. Ouais. Soit, en fait, c'est toujours une. En fait, tant que tu lâches pas, ces signes-là vont venir. Tu vois, l'un nourrit l'autre. Soit tu as un signe qui nourrit ta motivation, soit ta motivation à rester fait qu'un signe va arriver. Et ensuite, c'est une question d'interprétation, quoi. Mais je parle comme si j'étais arrivé à quoi que ce soit, alors que pour moi, j'en suis même pas à l'intro, tu vois. Mais t'as de ce compris qui se une passe. chose, c'est le mécanisme de toujours rester en mouvement. Ouais, c'est le seul truc qui compte. Pour autant, dans ces longues périodes parfois de disette, je suis sûr que tu as eu des doutes. Je suis sûr que l'entourage est important. Ouais. Je veux juste comprendre. C'est facile de dire à des gens, entre guillemets, continue, et même si tu as un objectif très lointain. D'ailleurs, cet objectif lointain, tu parles d'argent, mais et de vivre de ton art. Mais il ressemble déjà à quoi ton art dans ta tête à ce moment-là? Et j'ai une idée dans ma tête. Je me dis, c'est peut-être ta maman, mais peut-être que c'est d'autres personnes. Mais et sur quelle épaule t'as pu te reposer dans ces moments où t'étais en mode putain, j'y crois plus, pour justement non pas te dire je vais vivre de mon art et faire de l'argent, mais juste là, je vais faire une étape qui pourra me faire tendre vers ça à un moment. Tu sais, revenir en mode step by step, quoi. En vrai, le confinement, ça a marqué un grand tournant parce que j'étais tout seul donc à Paris et si j'avais dû rentrer à Grenoble, ça aurait été là. Parce que chez moi, bah, il y a des gens, l'appart est plus grand, machin et tout. Et en fait, je me suis dit, reste là. Donc, je suis resté dans genre 19 mètres carrés à Paris avec des livres. euh, et en fait, comment dire, je me suis auto-convaincu que si je traversais cette période-là qui était très incertaine, et ben après, il allait plus rien se passer. En fait, soit j'ai des Tu l'as mots. accueilli, en fait, le Ouais. chaos. En fait, soit j'ai des moments d'encouragement où oui, il y a mon entourage, ma famille, mes trucs. Soit j'ai des moments où il se passe rien et je me dis, si tu traverses ce truc où il se passe rien, après, ça va aller mieux. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et dans le confinement, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. Et d'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour poster ce truc tellement c'est pas bon, vulgaire, truc. Mais en fait, l'avantage, c'est qu'il y avait personne pour me faire des vrais retours dans la vraie vie parce que j'étais tout seul et on n'avait pas le droit de parler à d'autres gens. Il y a aucun pote qui De voir d'autres gens. On a le droit oui, de leur parler. non, mais de parler pour moi, c'est Ouais, voir je vois ce que tu veux voir dire. les gens. Et il y avait personne pour me faire des retours. Donc en fait, je suis resté, je postais. Et en fait, à partir du moment où tu t'es suffisamment affiché sur les réseaux, t'en as plus rien à foutre. C'est-à-dire que moi, je célébrais des 12 likes sur Instagram pendant genre 3-4 ans. Donc le moment où aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Avec des petits Oxmo, des petits Gims. Ouais, avec des gens dont je valorise vraiment le métier et tu vois, et des retours voilà, concrets de ça. En fait, je me dis, je le vis de la même manière que je vivais. Ouais, on est passé de 12 likes à 8 likes. Qu'est-ce qui a fait que c'est mieux, qu'on est passé de 12 à 8, tu vois? J'utilise la même De 8 chose. à 12, du Qu'est-ce coup. qui a fait que cette vidéo, Gims l'a liké et pas celle d'avant? Tu vois ce que je veux dire? C'est que le truc de maximiser par rapport au retour. Mais effectivement, quand tu manges du McDo pendant suffisamment longtemps, quand tu arrives dans un bon resto, ça a plus de goût, ouais, c'est certain. Mini parenthèse, tu ressens quoi, même émotionnellement, et aujourd'hui, Ouais. maintenant que tu fais ton one, quand t'as des Oli qui viennent te voir, de Big Flo et Oli, Enfin, Oli, le c'était plus pas- gros fan Gros, c'est un, de c'est un Eminem. traumatisme, Oli. Hein. Pourquoi un trauma? En fait, Puis t'as des likes de Gims, de Oxmo, non, de ça, Hulk alors, Henry, je vais, plein de... ok, les likes, pour moi, c'est une dinguerie. Genre, pour moi, genre, je les ai tous screenés et là, pour Noël, j'ai prévu de me faire t'as un fait la auto-cadeau. daronne. Je vais les imprimer, Ok. genre, j'en suis là, moi. Je suis pas en mode, ah là là, on m'a liké. / c'est bon pour mon truc. C'est genre on m'a liké, l'enfant que j'étais tout seul dans sa chambre, qui avait genre pas d'amis, qui était gros, asthmatique et qui avait peu de choses de raison de se réjouir. Moi c'est pour lui que je le Tu fais. serais aux anges. Ah quoi. ouais, c'est que pour ça. Parce que, en fait, pour moi, l'horizon de passer genre 2000 followers, c'était tellement lointain que maintenant, je suis en mode... c'est fait. Dans tous les cas, c'est fait. L'histoire des réseaux, c'est fait. Mais qu'il y ait des artistes qui valident, ça, c'est un truc de ouf. Par contre, Oli, il est venu. Et Oli, tout à l'heure, je te parlais des rappeurs qui non seulement continuent à écrire, mais qui écrivent mieux que certains de l'époque. Pour moi, Oli, il en fait grave partie. C'est-à-dire que
oui, il y a de la reconnaissance au niveau de Big Flo et Oli et tout ça, mais je trouve qu'il en manque quand même un peu. Et bref, après c'est... Mais ça s'est bien passé avec Oli? Non, parce que pas à cause de lui, mais en fait, il vient, c'est le deuxième show. Alors, il faut savoir que je te fais l'histoire en entier. Vas-y. Deuxième représentation, et Oli m'envoie un message genre... c'est pas mon pote Oli, hein, il me follow par rapport à Marshall Method et tout ça. Et il te follow déjà, ok. Mais on n'est pas copains, tu vois. Je suis pas du tout en mode il va venir voir mon spectacle et tout. Il m'envoie un message, ouais, je viens ce soir, tout ça. Et en fait, émotionnellement, je suis dans un espèce de désarroi total et de paradis, tu vois. Donc j'arrive au théâtre, je suis comme ça. Et en fait, il y a eu des problèmes avec le régisseur, tout ça. Le spectacle commence. Et en fait, le régisseur a balancé la machine à fumer. C'est celui-là. Ouais. Et en fait, les gens sont rentrés. Et en fait, il est parti fumer une clope. Et la machine à fumer s'est plus ou moins lancée toute seule. Bref, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire et on s'en fout. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais les erreurs comme ça, qui arrivent ce soir-là, pour moi, c'était lunaire. C'est-à-dire que le public s'est retrouvé enfumé pendant genre 30-40 minutes avant que le show démarre. Je commence le spectacle, je suis censé rapper au début, le micro est pas allumé, je pète les plombs, je suis hyper fragile, ça se voit, je suis passif-agressif, trop bizarre, je suis pas du tout au présent, pas du tout dans le récit et tout ça, et je vois pas les gens, parce que la fumée, genre c'est vraiment, tu sais, c'est de la fumée... Gars, j'étais là, hein, je m'en souviens. C'est de la fumée d'effet, tu vois, c'est de la fumée bien vénère. Non, mais t'étais pas là le soir de Oli. Ouais, mais la fumée, elle est tout le temps là. Oui, mais tu sais, c'est de la fumée. C'est de la fumée pour faire rentrer l'Undertaker à la WWE. C'est pas de la fumée d'ambiance, de stylé, tu vois. Genre, c'est de la fumée opaque. Bref, je joue, je vois pas les gens. Je suis asthmatique. Je vois pas les gens. Je suis en surtension et tout. Et la fumée se dissipe au bout de, je sais pas, 30-40 minutes. Et je vois Oli qui est genre ça comme, et peut-être qu'il est concentré, peut-être qu'il est intéressé, tout ça, mais moi en fait c'est mon mental qui fait que de me dire pendant que je joue, gros, il t'a pas validé ou... Non, gros, t'as vu, il y a des chances dans la vie, et en plus c'est la thématique du spectacle, c'est pour ça que ça faisait un espèce d'entrecroisement de, des fois dans la vie t'as une chance, une opportunité, one shot, one opportunity, you gotta seize et it. t'es en train de la fuck. T'es en train de la... Et sachant que, certes, Oli, c'est Oli, mais Oli, il connaît directement Eminem. Tu sais, Eminem, il lui a écrit sur le bras rap. Oli, il connaît directement Paul Rosenberg. C'est-à-dire que moi, je viens de Grenoble, il y a 1 milliard de personnes entre Eminem et moi. Ce soir, il y en a plus qu'une, c'est Oli. Genre, il y a moi, Oli, Eminem. Et t'as l'impression que t'as choke. Et j'ai l'impression, mais c'est même pas l'impression, c'est que je sais que je délivre genre 10% de ce que je suis censé délivrer. Et Oli, trop sympa, il m'attend à la fin, il me dit bravo mec, il me fait des retours et tu sais, trop bienveillant et tout. Mais ce qui était encore plus dur à vivre, c'est que c'est pas j'ai eu ma chance et je l'ai foiré, c'est que je voyais bien dans son regard qu'il s'est attendu à un truc sympa et pas pro, et il a eu un truc sympa et pas pro. Toujours pareil, je suis rentré chez moi, je me suis dit ok, soit je le prends personnellement, ce qui vient de se passer, soit je me dis que ça fait partie du truc et à ce moment-là, ça ira mieux. Quoi qu'il arrive, ça pourra jamais être pire. Genre là, les gens peuvent vraiment se lever, me jeter des légumes à la gueule. Ça sera jamais... Ma représentation, je crois que c'est deux après, peut-être, 2 Ouais. 3 après. Tu dirais que t'étais à combien de tes capacités? Je suis En assez fait- curieux. Et tu sais juste une chose, que j'ai l'impression, et encore plus d'un Oli qui a commencé hyper jeune, j'ai l'impression qu'il appréciera l'imperfection dedans. Ouais, tout le monde me dit ça, c'est trop sympa. Et nous, on mais- l'a apprécié aussi en tant que spectateur, que Ouais, plutôt ouais. de te voir au Dôme demain, tu vois. On te le souhaite. On se le souhaite, mais je pense qu'il y a une part d'ego là-dedans, il y a une part de projection, il y a une part de... ouais, je sais pas. En tout cas, oui, quand t'es venu, c'était mieux, mais en fait, là, je traverse une période où émotionnellement, sentimentalement, je suis ruiné. T'es pas à 100% de ton Mais c'est art. pas que je suis pas à 100%, c'est pas que je suis à 100% ou pas de mon art, c'est que je suis pas à 100% de mon être. Et mon art dépend fatalement de mon être. Et en fait, j'ai beau invectiver mon cœur et mon âme de passer outre, ben elle passe pas outre parce que c'est des moments qui sont difficiles. En fait, tout se passe en même temps. J'ai l'impression de vivre un espèce de carrefour des grandes émotions maximisées, tu vois, que peut brouillard, vivre ouais. un jeune adulte qui est dans sa trentaine et qui a mis des choses en place. En fait, le fait que tout se passe en 24 heures,
c'est une expérience surprenante, quoi. Le soir, tu rentres, tu disais, mais tu le vis comment? Comment tu décompresses de ça et surtout comment tu rebondis? En fait, je rentre. Non, je rentre pas. Je vais au Jamel Comedy Club parce que j'ai un pote à moi qui travaille là-bas au bar. Soufiane, il s'appelle. Je te salue, Souf. Et je croise. En fait, la chance que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, je croise Adèle Fugazi, plein de comiques, tu vois, et je leur raconte. Genre, c'est le truc du début de l'interview. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de raconter, machin et tout. Et en fait, je chope des gens, mais tu sais, c'est des gens, ils sont au travail, tu vois, des comiques, des trucs. Ils sont en terrasse, là, devant le Jamel, et je leur dis, les gars, faut que je vous raconte. Alors et que genre, je les connais app. Il y avait le directeur, plus ou moins, du Jamel, tout ça. Il y a les gens, je suis en mode, les gars, il faut que je les interrompe, tu vois, et je suis en mode, voilà, il vient de se passer ça. Et en fait, les gens, et en fait, ils me font des retours, tu vois, et c'est des gens du milieu, du métier, qui ont de la bouteille et de l'expérience. Ils débunkent un peu. Ouais, ils sont en mode gros. Certes, il se passe ça, mais tu vas voir, machin. Moi, il m'est arrivé ça. Et en fait, au bout de 1, 2, 3 anecdotes, je suis en mode, ah ouais, en fait, on fait du théâtre vivant. Et dans théâtre vivant, il y a théâtre et il y a vivant. Et à partir du moment où tu es en vie, tu vas avoir des galères. Et voilà. Donc, j'ai pu partager ça avec eux et j'ai un peu. C'était ton sas de décompression, ça? Ouais, un peu. Que ta mère ou même des potes n'auraient pas pu comprendre et t'apporter? En fait, dans ma mère, je veux plus l'appeler et l'inquiéter au téléphone parce que j'ai déjà trop fait ça. Tu culpabilises. Ouais, Okay. je peux pas. Mes potes, ils sont tellement contents pour moi que genre jamais je vais. En fait, là, j'ai besoin d'être humain. C'est comme je te disais, parler à des gens sur Internet ou au téléphone et parler à des gens, et j'avais besoin de voir dans leur regard. Et à la fois qu'ils compatissaient et à la fois que ça va aller, tu vois. Et ils ont été hyper sympas. Il y a plein de gens que j'ai croisés ce soir-là, genre ça a duré peut-être 1 heure, 2 heures, où j'ai tenu la jambe à tout le monde et j'ai dit, les gars, je viens de jouer mon spectacle, ça parle d'Eminem et Oli et machin et en fait et trucs et tout le monde a prêté une oreille attentive. Et voilà. J'ai une question toute conne, je veux pas me la jouer philosophe à 2 balles, mais ça paye d'être vulnérable? Disons que pour moi, ça paye pas de pas l'être. Est-ce que je vais pas dire que tu as fait des tests psychologiques, mais tu te caractériserais comme un hypersensible ou un haut quotient émotionnel, je ne sais pas. Ah, je sais pas. Quand j'étais petit, on m'a fait, tu sais, les tests de QI, tout ça. T'étais surdoué ou teubé le premier que j'ai passé, genre le gars, c'était à Malherbe à Grenoble. Hein. Je pense pas que c'était non plus le NCIS du quotient intellectuel. Et genre le gars, il me dit, j'ai genre 145. C'est un bail de Einstein. Hein. Et moi, je sais de l'intérieur que je suis pas du tout Einstein. Sauf que quand je prends la voiture, ma mère, elle me regarde différemment. Tu sais, elle est en mode, machin et tout. Et du coup, on fait, donc pendant, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, je suis genre le dieu du truc. Et ensuite, je refais un test. Et là, en fait, à un autre endroit, et là, j'apprends que je suis vraiment bien en dessous de la moyenne, en fait. Genre, il y en a un où on me dit, gros, t'es un génie, et il y a un autre où on me dit, t'es débile, gros. Genre, on s'inquiète pour toi. Et du coup, je me suis dit, je vais arrêter de faire des tests. Je dois être au milieu, en fait. Et des machins. Oui, mais ça, c'est par rapport à l'intellect, qui, je pense, est une chose très, très relative. Et décorrélé, là, tu parles de QI, ça n'a rien à voir avec l'émotion. Ouais, non, mais je dis ça, c'est que tu vois des choses en physique avec les gens que les autres ne voient pas, par exemple. Ça, c'est par rapport au test. Je te répondais par rapport au test. Mais maintenant, pour en venir à l'émotion, moi, j'ai grandi principalement avec des filles chez moi. Donc, j'ai pas ce truc de pleurer, c'est pas bien, ou ces trucs et tout. J'ai jamais eu de mal à pleurer, que ce soit avec mes potes, avec mes trucs, machin. Mais je me suis rendu compte que, par exemple, quand je partais beaucoup en colonie de vacances avec la mairie, le CCAS de Grenoble. Et comme j'adorais ça, les colonies de vacances, je partais genre les 2 mois. Et du coup, tu sais, tous les 15 jours, il y avait le changement des gens. Parce que les gens, ils partent en colonie 15 jours, ils partent pas 2 mois, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je restais les 2 jours de battement tout seul avec les animateurs et tout ça. Et pendant ces 48 heures-là, je pleurais. Mais genre, je courais après les bus et tout parce que je m'étais fait des amis et je voulais pas qu'ils partent. Et c'était des gens différents, tu vois. Il y avait des mecs du 9-5, il y avait des mecs de Marseille, il y avait des gens... Tu sais, pour moi, c'était... Pour moi, l'autre, quoi, c'était un truc de ouf. Et comme en colonie, tu vis des émotions très fortes, en fait, c'est là que
j'ai capté que oui, j'étais le seul à pleurer comme ça, j'étais le seul à aimer les gens aussi vite, aussi fort et tout. Et c'est un truc avec lequel j'ai dû composer, quoi. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est plein. J'allais te dire, c'est quoi le déclic, mais il n'y en a pas. C'est plein de petites étapes qui t'ont dit, OK, c'est une singularité, je peux peut-être en faire une force. Ça a été au fur et à mesure, non? Disons que j'ai pas pu en faire une force tout de suite parce que au collège, c'est pas une force. Hein. c'est pas une force. C'est même un truc que j'ai Là, je sais que t'as des têtes dans ta tête qui défilent de mecs qui t'ont montré que c'était pas une force. Gros, c'est pas une force. Et en même temps, ça fait sens, tu vois, parce que je me rends compte que les émotions, oui, pour écrire des blagues et tout, c'est super, mais en vrai, au quotidien, ça ralentit grave le groupe, les gens hyper émotifs et machin. Et même si aujourd'hui, on leur fait la part belle parce que longtemps, on leur a dit arrêtez d'exister, aux gens hyper émotifs, hyper sensibles, tout ça. Moi, je me rends compte que, en vrai, avec du recul, à l'école et tout ça, je devais être insupportable à vivre pour le reste du groupe. Parce que quand j'avais une question, il fallait absolument que je trouve une réponse. Fallait systématiquement que je sois au centre de l'attention. Fallait que je fasse rire. Fallait que je procure des émotions tout le temps aux autres, quoi. En fait, j'avais une espèce d'urgence à vivre. Et pour moi, vivre, ça équivalait à ressentir des trucs. Alors qu'en fait, non, il y a une espèce de calme collectif que j'ai pas su capter, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux Et aujourd'hui, dire. je lui accorde de la valeur. Genre, écouter les gens, c'est une dinguerie, en fait. Parce que en fait, c'est en écoutant les gens que tu te rends compte de leur singularité, tu vois. Bien dit, et j'ai envie de donner ce message à tous les gens. Bon, je sais pas s'il y a des collégiens ou des lycéens qui nous écoutent, mais déjà c'est une des pires périodes pour des gens qui se cherchent, et souvent ceux qui ne lâchent pas, j'allais dire, se retrouvent dans un canapé à faire des podcasts 10 ans plus tard, je sais pas, mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent. Je vais te poser juste une mini question. Moi, mon podcast, à la base, je viens vraiment rencontrer, c'était il y a 5 ans. J'ai atterri dans cet écosystème entrepreneurial. Je pense que tu l'as compris au fur et à mesure. Je pense aussi me définir un peu avec une âme artistique, même si je suis très, très loin de me proclamer artiste comme toi, tu l'es réellement, parce que tu transmets des choses et des émotions. Par contre, je suis assez convaincu, parce qu'on l'a pas dit depuis le début, mais on comprend bien que tu as pris un chemin où tu as dû avancer contre vent et marée par moment, que tu t'es senti seul, mais tu es toujours autoproduit aujourd'hui. Ouais. T'es entrepreneur, mec? Pas du tout, gros. Moi, Alors, c'est quoi la diff? En fait, ce qui est ouf, c'est que moi, je demande que ça, de signer avec le diable, en fait. Qu'on s'occupe de toi. Moi, je demande que ça, d'être corrompu, d'être... tu sais, je m'en tape. Tape. Moi, j'adore Hugo TSR, mais j'ai pas la même mentale. Moi, j'ai une mentale, donnez-moi de l'argent, je ferai ce que vous voulez. À la base. Le truc, c'est que à chaque fois que j'ai rencontré des agents, des producteurs, des machins et tout, il y a toujours eu des phrases qui m'ont fait tilter de ouf. Genre, le premier agent que j'ai rencontré, c'était à Talentbox en 2017. Tu sais, on parle et tout, et elle me dit, ouais, bon, bah voilà, pendant 2-3 ans, tu feras le larbin, et puis après, voilà. Et j'étais en mode, quoi? Et elle me dit, oui, non, mais c'est une expression, tu vois. Et j'étais en mode, non, mais non, je vais pas faire ça. Et en fait, à chaque fois, au moment de m'engager avec des gens ou de déléguer, en fait, la responsabilité de la création, de l'investissement du truc, il y a toujours eu des phrases. La même sur Please Stand Up, à la base, j'étais accompagné. Et genre, peut-être 15 jours, 3 semaines avant que ça démarre, alors, on est au téléphone, tout ça, et genre, je me dispute un peu avec eux parce que je me sens pas accompagné, je me sens pas validé, je me sens pas truc. Et ça se trouve, c'est que dans ma tête, tu vois. Ça se trouve, c'est que moi qui fasse et qui me crée les conditions de choisir l'indépendance. Mais à la fin, je leur dis, écoutez, tant pis si je me foire, mais je vais faire ça tout seul parce que je préfère me rater tout seul que de me vautrer en me disant c'est de la faute de quelqu'un. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ouais. Okay. Il faut que je sache si c'est moi qui suis fou. C'est pas du tout par une volonté de, tu vois, je veux rester tout seul et c'est moi qui et ces trucs. C'est juste une volonté de savoir si je phase quand je me dis que vous êtes en train de me traiter de manière anormale ou différente ou pas à l'endroit où moi je l'estime. Et du coup, à chaque fois, ça finit en bah, je vais le faire tout seul, tant pis. Moi je trouve ça, déjà, je te le dis, donc t'es pas entrepreneur, mais ce que tu fais, c'est ce que font des entrepreneurs pour eux-mêmes. Ouais, mais là, ça y est, j'ai créé ma boîte et tout. Voilà, donc tu construis tout ton. Même, tu t'entoures des bonnes personnes. Par contre, une chose, hein, on a parlé de ton art qui est tellement singulier. Poésie, rap, musique, et un peu d'humour. J'ai l'impression que tu essayes de rentrer les cours Florent dans un écosystème très, tu vois, ancré. Ouais.
et tu t'acceptes pas ce qu'on te dit. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que tu n'acceptes pas parce que aussi tu connais ta valeur, que tu as surmonté des choses qui font qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt, entre guillemets, à vendre ton cul pour te retrouver dans un écosystème qui est très... Je suis prêt à vendre mon cul, mais je veux le vendre cher. Ah bah donc voilà. Donc Tu vois, t'es pas en gens- mode Gros, les gens, ils se foutent. exploitez-moi, quoi. Mais c'est pas ça. Mais je pense que c'est une question d'éducation, mais tu sais, de base, en fait. Enfin, c'est une question de rapport au monde, en fait. Moi, j'ai ma mère, ma sœur et tout, elles m'ont vraiment appris très jeune le truc de je peux pas me coucher plus bas que le sol. Moi, c'est une phrase, elle m'a marqué. Ma mère, elle m'a dit 2 trucs. Il faut avoir honte que des choses graves et tu ne pourras pas te coucher plus bas que le sol. C'est-à-dire, je suis hyper prêt à faire des compromis, mais au bout d'un moment, si ton objectif, c'est de grailler que sur mes côtes et pas avec moi à la même table, alors je vais quitter cette table. Et tant pis si je mange grave moins qu'avec toi, au moins je vais passer un bon repas Tu te respectes. tout seul. Ouais, je pense que ça vient de là. Et la frustration du rejet, c'est-à-dire que j'ai vraiment essuyé plusieurs fois le rejet et les moqueries et les trucs. C'est vraiment un truc récurrent chez moi. On s'est souvent moqué de moi. Et d'ailleurs, le Mockingbird qui apparaît sur Curtain Call, je l'ai en tatouage là. Je l'ai tatoué à la base Mockingbird que pour le mot. Parce qu'en fait, c'est les merles moqueurs, les Mockingbird. Et en fait, c'est les oiseaux qui, pour survivre, imitent les cris des autres oiseaux. Et ensuite, une fois qu'il arrive à se faire une place au sein du groupe, L'effet il le groupe. graille. Ok. C'est ça ma logique. Je dédicace à ta daronne qui Ouais. a l'air d'être très intelligent. Et j'ai envie de lui faire une dédicace comme ça. Comprendront ceux Ouais. qui comprendront. Un grand merci, Arthur. Merci à toi, gros. Les amis, podcast, je fais une story avant, j'ai dit podcast passion, parce que c'est de la passion, tu rejoins pas mal de milieux, je te remercie de la confiance. Et vraiment, s'il y a des gens qui peuvent s'identifier à toi, moi j'ai gagné avec ce podcast. Oh, wow. Ça serait beaucoup, mais s'il y a des gens qui ont pu passer ne serait-ce qu'un bon moment, une petite respiration, moi j'ai gagné avec ce podcast. Allez le voir, les amis. C'est quoi, c'est 20, 25 balles, même pas? Ouais. Voilà, et puis comme la daronne a dit, et on te le souhaite, bientôt il sera en tournée dans toute la France et il fera son Olympia. Et j'ai oublié, il vous filera aucune place, les gars. Non, On supporte les artistes, on les soutient de A à Z. Ouais, je mets aucune détaxe, aucune invite. Si tu veux voir, tu payes. Oli, il a payé. Oli l'a payé. Si Oli, il paye, vous payez. Bon, après, il est riche, ce bâtard. Ouais, je pense que c'est plus compliqué pour C'était peut-être pas la bonne d'autres que rêve. pour Oli, ouais, mais non, j'en mets pas. Merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui misent sur elles et qui veulent impacter notre société positivement. Let's go. Si ça marche pas, c'est une question de temps avant que ça marche. Merci, Arthur. Merci à toi, gros. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.